ce qu'on a, les métiers qu'on a. Et on suit un fil esthétique, mais qui est très dépendant des cours. Voilà, c'est vrai que ça c'est. Mais alors là pour le coup on rentre. Il y a trois données qui sont intéressantes à regarder quand on aborde un projet tel que celui-là, qui est quand même d'une ampleur assez singulière, c'est un grand projet industriel et d'une échelle encore méconnue aujourd'hui en France dans le secteur des énergies renouvelables. Et souvent ce type de projet semble précisément centré sur des questions de portage industriel et de grande économie, alors qu'il y a intérêt à rouvrir ces questions-là précisément parce qu'on est dans un processus de débat porté par la PDP. Il y a la question du portage. La question du portage, elle peut être publique, elle peut être privée, elle peut être coopérative. Et avant d'imaginer une échelle de projet, il est intéressant de savoir quel collectif va faire vivre ce projet-là. Il y a la question du partage, les bénéfices et les risques. Finalement, quelles vont être les personnes associées à ce projet, qui va pâtir de ces éventuels impacts, et comment les bénéfices de ce projet, qui peuvent être financiers, qui peuvent être aussi indirects, liés à des développements de territoire, peuvent être redistribués et créer à la fois de l'activité, mais soutenir aussi une culture locale. Et il y a une troisième dimension, après le portage et le partage, c'est la question des héritages. Un territoire, c'est un palimpseste. Il a toute une succession, comme un millefeuille, de civilisations, de cultures qui nous ont précédés, particulièrement autour de la Méditerranée, et avec des développements extrêmement récents, comme ici, où l'on se trouve sur la zone industrialo-portuaire. On a pu voir ce matin, et c'était assez étonnant, que même dans cette zone qui est extrêmement dynamique aujourd'hui, il y a déjà des délaissés, il y a déjà des bâtiments à l'abandon, et l'on comprend très bien qu'une industrie peut vivre et mourir, qu'une industrie peut complètement effectivement être submergée par d'autres logiques économiques. Donc la question des héritages, c'est vraiment de se dire comment quelque chose qui a vécu sur un territoire peut être repris en compte, revitalisé, réapproprié, mais est-ce que les formes que l'on produit s'y prêtent finalement? Et comment transmettre des connaissances, des savoirs, des usages qui ont été un temps accrochés à ces formes pour pouvoir reconstruire des continuités et des vies locales qui soient des vies riches. Pour des questions souvent stratégiques et économiques, on conçoit ces projets de transition sur des temporalités extrêmement courtes, avec l'idée qu'il y a une urgence à agir contre le réchauffement climatique, mais qu'il y a aussi des enjeux de compétitivité qui nous obligent, pour des industries françaises par exemple, à se positionner à l'international et à faire valoir un savoir-faire de développement industriel. Pourtant, il y a une prise de risque à envisager uniquement des projets de transition à travers des temporalités courtes. Cette prise de risque, elle tient au fait qu'on n'a pas le temps de produire les savoirs et les usages qui vont aller et qui vont accompagner les technologies qu'on est en train de développer. Donc le risque que l'on prend, c'est de positionner, de poser de manière un peu hors sol des objets technologiques sans aucune compréhension collective de la manière dont ils interagissent et influencent nos milieux de vie. Il y a donc une nécessité et une demande forte à imaginer d'autres formats de travail, d'autres méthodes pour non pas gagner du temps, comme s'il s'agissait de trahir un débat collectif, mais pour au contraire abonder une expertise qui est souvent trop sectorielle et restreinte et qui tient à distance des formes de sensibilité et d'expérience qui peuvent être portées par des associations, par des filières professionnelles ou par des habitants. On peut citer quelques exemples de formats qui paraissent innovants et plus collectifs, disons, pour décrire des dynamiques qui sont en cours sur un territoire. Il y a tout d'abord ce que l'on a vécu aujourd'hui, c'est-à-dire une marche collective, le fait que cette marche, elle mette les corps en mouvement, et que quand les corps sont mis en mouvement, on regagne en sensibilité. Le débat redevient incarné, ce n'est plus des chiffres, ce n'est plus des visions de transition, mais on part bel et bien d'un lieu et de toute l'histoire du lieu et de l'épaisseur de son territoire. Le format de la marche est extrêmement intéressant, mais il peut être prolongé par d'autres formats de rencontres, de travail, comme par exemple le transect, qui consiste à parcourir un territoire en se donnant pour protocole de tracer une ligne droite,
un petit peu abstraite, mais qui va permettre sans a priori de mener un inventaire de ce qui est là à mesure qu'on le contacte et que l'on parcourt le territoire. Sans a priori, cela veut dire qu'on va traverser différentes échelles, depuis des macros objets industriels, comme ici sur la zone industriello-portuaire, jusqu'à des formes de vie beaucoup plus infimes, des traces, des restes, des héritages. On peut également imaginer d'autres formes, comme par exemple faire un film ensemble. Faire un film ensemble, ça n'est pas nécessairement recourir à une société de production, mais ça peut être un format coopératif, consistant à partager des caméras, à impliquer des habitants, pour précisément avoir leur point de vue, la façon dont ils vivent le territoire et dont ils vivent leur relation à la mer. Et c'est tout cela qui peut donner de l'épaisseur sensible, vécue, au territoire pour mieux décrire ce qui est en jeu et ce à quoi l'on tient. Alors on peut penser que souvent cette question du sensible est très poétique, qu'elle est très finalement en dehors des enjeux stratégiques. Il y a beaucoup de recherches en sciences sociales qui montrent que quand on est sur des objets technologiques nouveaux et quand on est dans des contextes de grande mutation, comme le contexte aujourd'hui de l'anthropocène, cela remet tout le monde au travail, y compris des administrations et y compris des formes d'expertise qui n'ont plus les catégories faites, héritées, pour instruire les projets et les questions qu'elles ont sous leurs yeux. Et il y a une nécessité de repartir du terrain. Il y a une nécessité de refaire des collectifs d'enquêtrices et d'enquêteurs pour savoir vraiment de quoi l'on parle et à quoi l'on tient. Il y a un enjeu essentiel dans ce débat qui est souvent occulté parce qu'on parle précisément de production électrique. C'est celui de la sobriété. Il est essentiel parce qu'il est premier et que c'est la première question que l'on a à résoudre quand on parle de transition. La sobriété, on l'aborde souvent d'un point de vue de comptabilité. On parle de comptabilité carbone pour mesurer notre empreinte en termes d'émissions CO2 ou encore de comptabilité électrique si l'on suit nos consommations domestiques. Ce n'est pourtant pas la seule façon d'envisager la question de la sobriété. Et surtout, il y a d'autres façons qui consistent à ne pas passer par un registre trop intellectuel et mesuré qui permet de raccrocher ces questions-là. Ces questions peuvent être posées sous l'angle de l'expérience sensible, voire sensorielle, c'est-à-dire de ce qui nous raccroche à des lieux et à des énergies qui sont là. Il peut être intéressant ici de faire une distinction entre deux notions, la notion d'énergie et la notion de force. La notion d'énergie est finalement une invention assez récente qui correspond à un moment d'histoire des sciences où différentes communautés sur le mouvement et la chaleur se sont regroupées autour d'un concept fédérateur. Mais avant d'imaginer et de voir le monde au travers du prisme de l'énergie, qui est souvent lié à des utilités sociales, industrielles, on peut d'abord regarder le monde en termes de force et d'intensité terrestre, pour précisément savoir à quoi l'on se raccroche, dans quoi on se resitue et qu'est-ce qui nous nourrit. Et la question de la sobriété, c'est d'abord celle-là. C'est-à-dire plutôt que de faire la comptabilité de ce que l'on doit faire en moins, c'est plutôt de se poser la question extrêmement expérientielle, concrète, corporelle, de savoir ce qui nous nourrit et ce dont on a besoin.